Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Cette semaine, pas de blagues, pas de petites piques, on fait que du sérieux. On va parler du budget, avec les arnaques qui vont avec, on va parler de la police et de sa réforme. Bref, du sérieux. Fini le temps de l'insouciance et des petites blagues pourries. Tu mens, il ment. C'est dingue ça, on peut pas s'en empêcher, désolé. Mais on va quand même parler de budget, parce que c'est important de comprendre ce qui s'y joue. On ira faire un tour du côté de la prison de la santé avant de parler de la maison Poulaga et de sa réforme de 2024. Plus de poulet? Moins de poulet? Pas de poulet? Eh, pourquoi pas? On n'a pas essayé, hein? Bon allez, et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors bon, on va pas se mentir, le budget c'est un vrai bazar. On sait plus trop où donner de la tête, entre ce qui est voté en commission, rejeté en séance, les revirements de majorité sans trop d'explications. On va pas s'apesantir sur tous les détails qui de toute façon changeront peut-être la semaine prochaine. On va se concentrer sur les grosses questions qui sont encore en suspens. Comme dans les pièces de Molière, l'avare et le misanthrope, le RN et les macronistes ont su jouer une partition infecte. Au menu de ce budget, le pire de ce que le néolibéralisme veut faire. Il fut un temps où les ministres du budget apportaient une douceur de leur contrée. Alors, il se trouve que ma contrée était essonnienne et c'est un petit plateau de charcuterie et fromage de la ferme qui est la ferme familiale du plateau de Saclay où mon oncle a préparé ça pour vous dans la journée. Je peux ajouter quelque chose, Monsieur le Président ? Allez-y. Alors, ma contrée, comme vous le savez, est un peu plus lointaine, étant élu en Amérique du Nord. Donc, je vous ai apporté à chacun d'entre vous une petite bouteille de sirop d'érable, qui, j'espère, amènera un peu de douceur à vos petits déjeuners des jours et des semaines qui viennent. Mais dégueu, on veut pas goûter le fromage du tonton de Montchalin. Puis on s'en fout de son sirop. Je pense notamment à l'allocation sociale unique. Chaque euro versé doit aller à celui qui en a le besoin et il faudra préserver le juste équilibre entre solidarité et incitation au travail et à l'activité. Une réforme des aides sociales, ben voyons. Et le musée des horreurs ne s'est pas arrêté là. Aux malades, vous avez décidé de leur injecter l'austérité en intraveineuse. Quel niveau d'inhumanité faut-il pour imaginer cette idée ? Aux 14 millions de personnes souffrant de maladies chroniques, vous allez pourrir la vie. Vous avez décidé de les taxer. Toucher une indemnité journalière quand on a le cancer n'est pas un luxe, pas un privilège. C'est une question de vie ou de mort. Faire payer les chômeurs et les malades de longue durée pour donner ensuite du crédit impôt recherche aux grandes entreprises. J'aurais dû leur en prendre le triple. Et ça a continué. Augmentation généralisée sur les classes populaires et moyennes avec la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu. 2,2 milliards piqués dans les poches de 18 millions de Français qui vont voir leurs impôts augmenter. Même traitement pour les retraités, les invalides, les privés d'emploi avec la CSG. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Mais rassurez-vous, les macronistes ont toujours la bonne réponse. Si nous avions suivi la trajectoire d'amélioration de productivité des États-Unis ces 30 dernières années, ce serait chaque année 200 à 300 milliards d'euros de ressources publiques en plus. Ce serait un salaire médian net pour les Français par mois de 3 300 euros et non pas de 2 200 euros. Comparer le niveau de richesse des ricains avec celui des Européens, c'est audacieux. Là-bas, il n'y a pas de véritable sécurité sociale et en prime, la répartition de la richesse, c'est digne du monde de Biff dans Retour vers le futur 2. Welcome to the Biff Tannen Museum, dedicated to Hill Valley's #1 citizen and America's greatest living folk hero, the one and only Biff Tannen. Of course, we've all heard the legend, but who is the man? Inside, you will learn how Biff Tannen became one of the richest and most powerful men in America. Et comme dans le film, les grands riches sont surtout de grands escrocs. La richesse dans notre pays n'est pas produite par les actionnaires. La richesse est produite par les travailleurs et les travailleuses et par la consommation populaire. La consommation, c'est 55% du PIB. Quand vous taxez les plus pauvres et coupez dans nos services publics, vous appauvrissez la France. Alors, dans ce bourbier néolibéral, le RN s'est affecté de toutes les positions possibles pour se démarquer et faire oublier sa complicité aux horreurs du macronisme. Vous ne paierez pas
c'est les Français qui paieront. Mais non, vous n'êtes responsable de rien, vous ne changez rien, vous maintenez toujours la même politique. Si les macronistes ne changent pas de politique, c'est aussi et surtout parce que le RN n'a quasiment rien fait pour que ça change. Comme d'habitude, les représentants du RN oublient bien vite leur histoire et leurs propositions. Le RN reste, à l'exception du groupe Lyot, le groupe d'opposition ayant le moins voté les censures contre les gouvernements macronistes. Idem pour les votes sur les projets ou propositions de loi. Ils ont beaucoup voté avec les macronistes. Mais nous avons bien compris, avec leur vote en commission et la parution de leur contre-budget, que la mue macroniste du Rassemblement national était parachevée. Non seulement vous vous alignez sur la protection des milliardaires, du capitalisme financier, mais vous partagez aussi avec eux l'incompétence et la politique au doigt mouillé. Cette convergence prend un visage très concret. Vous avez bel et bien préservé, en amendant le budget Le Cornu, 7 milliards d'économies sur la santé, 1 milliard rien que sur l'hôpital, l'augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs et les petits commerçants, 4600 postes de profs en moins, pas d'abrogation de la réforme des retraites, le démantèlement de grandes agences de l'État, des coupes de 20 milliards dans l'écologie, et vous avez ensuite crié au mensonge comme des écoliers pris à tricher quand on vous l'a fait remarquer. Oui. Classique pour les néofascistes. Bref, on voit bien que sur ce budget, c'est une alliance néolibérale, ultra-capitaliste et réactionnaire qui finit de se dessiner. Emmanuel Le Pen ou Marine Macron, difficile de trancher. Qui copie sur qui? Parce que dans le budget Le Cornu, le gouvernement lui-même a copié-collé le programme de l'extrême droite. Taxation généralisée sur les étrangers, demande de naturalisation, plus de 200 €, titre de séjour, plus 100 €. La Macronie vient de s'élever au rang de l'indignité nationale. Comme dans L'Avare et le Misanthrope, macronistes et RN portent avec eux tout le mépris des classes bourgeoises et dominantes pour la richesse sociale non financière. La seule valeur, c'est l'argent, et taxer les riches, c'est un crime. Vous voudriez nous obliger à voter une taxe Zuckman qui frapperait l'outil de travail de nos chefs d'entreprise. Bon, la taxe Zuckman taxe les actionnaires, pas les entreprises. Mais la droite n'est plus à une approximation près. On vous renvoie à l'entretien de Salomé avec Gabriel Zuckman. Et en parlant de la taxe Zuckman, elle a été rejetée ce vendredi 31 octobre 2025 à l'Assemblée nationale. Mais alors, que fait la gauche dans tout ça? Assez classiquement, les insoumis se dispersent un peu. Ils ont tenté, assez vainement, de reproduire l'exploit de l'an passé en déposant une motion de rejet préalable qui aurait tout simplement coupé court au débat. Votant 320, exprimé 318, majorité 160, pour 60, contre 258. L'Assemblée nationale n'a pas adopté cette motion de rejet préalable. C'est un échec cuisant. Il n'y a que à avoir voté cette motion, ce qui est généralement mauvais signe. Les insoumis n'ont même pas réussi à convaincre écologistes ou communistes de les rejoindre. Mais à côté de ça, chemin faisant, le PS se dandine. Si nous sommes aujourd'hui ici rassemblés, c'est parce que les socialistes ont fait ce choix souverain de ne pas censurer un gouvernement auquel ils sont pourtant fermement opposés, de ne pas le censurer pour la simple et bonne raison qu'il est probable que l'Assemblée qui est ici devenue un théâtre d'ombre depuis un an joue maintenant sa dernière pièce. Pas comme une dinde, non, mais comme Georges Dandin, dans Le mari confondu de Molière, ce riche paysan exploité et méprisé par sa belle famille. Le PS, en affaire avec les macronistes, se persuade de son pouvoir de les faire changer de voix. C'est mal parti. Et voilà que vous êtes là, 4 heures sur ces bancs, et que vous revenez à une alliance avec la France insoumise pour toujours plus taxer les entreprises. Vous venez de voter un amendement porté par l'association Attaque pour imposer les multinationales à plusieurs milliards d'euros. Par l'association Attaque. 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 Alors rassurez-vous, le PS est bien contre la Macronie, tout ça. Si nous n'avons pas censuré votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, ce n'est non par soutien à votre politique. Waouh, c'est de l'opposition bien ferme, ça. On n'est pas d'accord, mais on va le faire quand même. La situation des socialistes devient intenable. En voulant faire cavalier seul, encore une fois, ils affaiblissent la posture de la gauche et ouvrent le flanc à des critiques bien méritées. Au nom de l'article 1 du Code des déontologies, je voulais savoir si vous pouvez saisir le déontologue, parce que est-ce que sacrifier les emplois et l'argent des Français est valable pour acheter les voix des socialistes? Des socialistes peut-être. Du RN, en revanche, on en a eu la preuve, par l'exemple, depuis des années. La première béquille du macronisme, ça reste encore le RN. Mais c'est problématique que le PS maintienne sa position coûte que coûte. Et en plus, ça semble faire consensus à gauche. Nous n'oublierons pas que certains ont choisi l'accommodement à la cohérence, fermant les yeux
sur les renoncements de ce budget pour mieux préserver leur entente de circonstances avec le pouvoir. À ceux qui ont par opportunisme comme première qualité, l'histoire retiendra qu'ils voulaient être à la table de ce même pouvoir, ont fini par tenir la chandelle. Je veux livrer à la sagacité de tous nos collègues, mais surtout ceux à gauche de notre hémicycle, les mots de Marceau Pivert lors du printemps 1936. Il disait « Les masses ne se contenteront pas d'une modeste tasse de guimauve portée à pas feutrés au chevet de la mère malade. » Et c'est ça le plus grand mal dans toute cette stratégie menée par le PS. Ça devient une farce. Ils se drapent de leur image de responsabilité, comme Georges Dandin était trop fier de pouvoir s'appeler Georges de la Dandinière après son mariage en noblesse. Le titre n'a aucune valeur. Il est moqué de tous et s'est fait rafler au passage tout ce qu'il avait. Parce qu'en revanche, la gauche unie avait une vraie chance d'arracher des victoires parlementaires. J'ai présenté un amendement qui me semble très certainement le plus vertueux, juste et efficace en matière de justice fiscale. L'amendement d'Éric Coquerel vise à taxer les bénéfices des multinationales réalisés en France. Il essaye de contrer le rapatriement de ces bénéfices dans des paradis fiscaux, technique très classique des multinationales. Et il a été adopté par l'Assemblée. Si cet amendement se trouvait à la fin dans notre loi fiscale, ce serait plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État. Alors que les forces de gauche restent unies, le PS, lui, a décidé de faire cavalier seul, ce qui fait bien le jeu de Macron. Dans tout ce chaos, un seul tire son épingle du jeu, Emmanuel Macron. En effet, depuis plusieurs jours, constitutionnalistes et commentateurs s'écharpent sur la date à partir de laquelle ils ne pourraient plus dissoudre l'Assemblée sans bloquer le vote du budget. Certains parlent du 9, d'autres du 15 novembre. L'idée serait que passé un certain seuil, la France risquerait de se retrouver sans budget, ce qui contraindrait Macron à ne plus dissoudre. Ah, sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Oui, bon, vu 2024, c'est pas très convaincant. Mais plus fondamentalement, c'est une mauvaise lecture de la situation institutionnelle. Ce budget est vital pour Emmanuel Macron. C'est le dernier qui compte vraiment pour lui. Il n'a aucune intention de dissoudre avant son adoption, parce qu'une fois obtenu, il n'aura plus besoin de l'Assemblée. Faisons de la politique fiction 30 secondes. Je déteste faire ça, c'est un truc de commentateur de plateau. Mais c'est important ici pour comprendre les enjeux positionnels de la présidence. Mettons que le budget 2026 soit adopté, peu importe comment et à quel prix, et qu'il convienne à Emmanuel Macron. À partir du moment où c'est voté, l'exécutif n'a plus besoin du Parlement pour exister. Il a ses crédits budgétaires pour faire fonctionner la machine administrative. C'est très concret. Le pouvoir du Parlement est suprême au moment où il doit voter le budget. Et c'est pour ça que la Constitution donne autant de pouvoir de contrainte au gouvernement lors des discussions budgétaires. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et comme en 2024, ils pourront ajuster la dépense par la suspension ou le gel de crédit sans repasser par le Parlement. Bref, avec un budget, le gouvernement n'a plus besoin du Parlement pour exister. Mais c'est pas parce que le Parlement sera mis de côté qu'on arrêtera de suivre l'actualité et de la décrypter avec vous. Blast a vraiment besoin de votre soutien pour continuer à produire des émissions comme celle-ci. Vraiment. Nous ne dépendons pas des puissances de l'argent. Nous dépendons de vous. Cette indépendance, elle est essentielle pour garder notre liberté éditoriale. Le don est défiscalisé et les abonnements mensuels commencent à 5 €. N'oubliez pas de faire un tour sur la page de soutien sur blast-info.fr. Il y a un lien dans la description et épinglé en commentaire. Je sais qu'on insiste avec ça, mais on vous l'a dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Revenons aux macronades. Une fois ce budget adopté, l'activité parlementaire sera mise au ralenti. Les ministres poursuivront leurs petites affaires dans leur coin, cherchant surtout à servir les intérêts présidentiels et à séduire l'électorat d'extrême droite. C'est exactement ce qu'avait fait Bayrou après son budget. Plus rien à l'Assemblée, seulement des annonces en conférence de presse toujours aussi bizarres. Des boomers, comme vous dites. Bayrou, c'était quand même quelque chose. Malgré Bétaram et les retraites, on s'est bien marré quand même. Le mec, c'était tout un truc. Mais bref, voilà pourquoi Macron veut à tout prix un budget avant toute dissolution. Et peut-être même qu'il ne dissoudra pas ensuite non plus. Avec un budget, il pourra prêcher la stabilité jusqu'en 2027, pour refuser de changer un Premier ministre ou de coalition gouvernementale. Sous couvert, bien entendu, de faire trancher tout ça par l'élection présidentielle. Bref, avec cette nouvelle théorie, la politique française serait purement et simplement neutralisée jusqu'en 2027. Mesdames et messieurs les députés, le budget que vous présente le gouvernement n'a pas vocation à tout régler. Bien des sujets seront tranchés par les Français en 2027. Le budget 2027 suivra la même logique. Aucun parti ayant un candidat à la présidentielle ne voudra risquer une crise financière juste avant l'élection. C'est la seule chose qui intéresse Macron. Garder les mains libres pour continuer à jouer à son petit jeu politique pour 2027. Qui soutenir, à qui savonner la planche, on sait que c'est un des plaisirs qu'il ne boude jamais.
Le budget 2026 est ainsi la dernière pièce du puzzle macronien pour essayer de garder, quelques instants encore, le pouvoir entre ses mains. Et en parlant de président qui a voulu garder le pouvoir entre ses mains, rubrique suivante. C'est quand même spécial notre actualité ces jours-ci. L'affaire Sarkozy a fini par faire enrager le Placide Larcher. Larcher ? Notre inquiétude reste grande et partagée par beaucoup de syndicats et beaucoup du monde. C'est vous qui avez ramé, monsieur le ministre, c'est pas moi. Je suis désolé. Nous vous appelons à faire en sorte... Conclure. Je vais conclure dès que je pourrai. Hein. Oui, oui. Vous concluez. Allez-y. Allez, hop. Terminé. Oui, tac, tac, tac. Allez hop. Terminé. On a appris que ce bon vieux Gérald Darmanin voulait rendre visite à son idole. Il se fout de notre gueule. Oui, un peu. Mais venant de Darmanin, c'est pas très étonnant. En tous les cas, les députés ont rapidement réagi et attaqué Darmanin pour vouloir faire passer Sarko pour une victime. Monsieur Darmanin veut faire en quelque sorte de Monsieur Sarkozy un martyr, une victime de tout ça. Partout sur la planète, des États-Unis de Trump à la Hongrie d'Orban, nos modèles démocratiques sont mis à l'épreuve. La première digue attaquée, c'est presque toujours la justice, son indépendance, son autorité. En France, cette offensive a depuis plus d'une décennie un visage, celui de Nicolas Sarkozy. À grand renfort de moyens médiatiques et institutionnels puissants, l'ancien chef de l'État mène une opération visant, pour se poser en victime, à attaquer brutalement la légitimité des juges, leur indépendance et leur honnêteté. Vous direz, si c'est si bien, ils n'ont qu'à aller le voir, Sarko. Eh bien justement, 2 députés insoumis, Daniel Obono et Ugo Bernalicis, ont essayé, eux aussi, de se rendre à la prison de Sarko. En effet, l'article 719 du Code de procédure pénale autorise les parlementaires français et européens à visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Mais, surprise, surprise, on leur a d'abord refusé l'entrée. Officiellement, les 2 parlementaires ont vu leur première demande rejetée par l'administration pénitentiaire au nom du fait qu'ils n'auraient pas le droit de demander à voir un détenu particulier. Bon, en réalité, les 2 députés ne souhaitaient pas spécialement visiter Nicolas Sarkozy. Et ils ont quand même fini par pouvoir visiter la santé pour en dénoncer les conditions générales de détention. Nous nous intéressons aux conditions de détention de l'ensemble des personnes incarcérées, véritablement. Nous nous intéressons à tout le monde, nous. Contrairement à tout le commentariat qui ne s'intéresse qu'à M. Sarkozy. Nous avons demandé à pouvoir visiter l'ensemble des quartiers de détention. Ce sont des conditions, oui, très problématiques pour celles et ceux qui sont en surcapacité dans les cellules. Non, la prison, ce n'est pas le Club Med. Alors, mercredi 29 octobre 2025, dans la soirée, Gérald Darmanin est bien allé rendre visite spécifiquement à Nicolas Sarkozy. On ne voit pas bien ce qui donnerait davantage le droit à un ministre de la Justice d'aller visiter un détenu particulier, mais visiblement... les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. L'ingérence dans le judiciaire et le pénitentiaire, c'est que quand ça arrange les macronistes. Écoutez, Darmanin était un sarkozyste à son époque. Je sais qu'on aime couper la tête du roi dans ce pays, mais un président de la République, c'est aussi l'image de la France, même quand il ne l'est plus. Je trouve que de voir un ancien président de la République rentrer en prison, quelque part l'image de la France... on paye un petit peu le prix. Et je trouve normal que le président de la République l'ait reçu avant d'y aller, que le garde des Sceaux aille voir si ce président de la République a toutes les conditions de sécurité nécessaires, que ses soutiens aillent le voir aussi. C'est normal. Il y a vraiment qu'un mec très de droite pour sortir ces horreurs. L'image de la France s'en trouve dégradée, non par la mise en cellule d'un ancien président de la République, mais par les actes qui l'y ont précipité. Cette situation est d'autant plus particulière que l'incarcération de Nicolas Sarkozy s'est faite dans des conditions uniques. Il est en prison, dans sa cellule, avec un flic du service de la protection devant et un autre dans la cellule à côté. Et alors, pour rajouter de l'étrange au bizarre, Ugo Bernalicis a bénéficié du soutien d'Isabelle Balkany. Dans un tweet, elle a ainsi remercié le député insoumis d'avoir rendu visite à son mari quand il était en prison à la santé. Vraiment, les Balkany, c'est quelque chose. Bonjour, j'ai été piratée. Méfiez-vous, ce n'est pas moi qui vous envoie des films porno. Je vous embrasse. Bonjour, ce n'est pas moi. On sait plus trop où a commencé cette dystopie, mais c'est parfois rigolo. Des policiers passent leur journée en prison pour protéger un ancien chef d'État malfaiteur et corrompu. Je contre et j'annonce qu'Isabelle Balkany soutient un député LFI sans s'être fait pirater son compte. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Cacamoulax. Ouais, franchement, pas mieux. Et puisqu'on parlait d'Ugo Bernalicis... C'est sans fin, quoi, cette histoire.
Donc oui, je sais que je suis long, mais j'espère intéresser les collègues dans les détails qu'on donne. Mais je dois dire là-dessus. Plus le temps est long, plus l'intérêt commence à faiblir. Je tiens à le dire quand même. Ce n'est pas ce que je constate dans la salle, Monsieur le Président. Ah bah il était en forme, hein. Beaucoup à dire sur la police. Le 15 octobre 2025, en commission des lois, Thomas Cazenave et Hugo Bernalicis présentaient leur rapport sur la réforme de la police nationale de 2024. Et comment dire, les enjeux sont complexes. Or, dans bien des cas, aujourd'hui, l'échelon zonal est un échelon de, comment ils appellent ça ? D'animation. Déconfliction. Non, c'est pas ça ? Ah oui, déconfliction. C'est-à-dire que on sait qu'il va y avoir des conflits, c'est-à-dire qu'un préfet de département va dire « moi je garde mes troupes, je les prête pas à côté », et qu'il faut déconflictionner, ça existe en français ? Non. Bon, en tout cas, régler le problème. En 2024, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, a voulu modifier l'organisation territoriale de la police. Avant, chaque corps, police judiciaire, PJ, police aux frontières, PAF, avait sa propre hiérarchie selon un fonctionnement en silo. La réforme a remplacé ce système par une structure départementale. Toutes les polices, PJ, PAF, etc., rendent compte à un seul directeur départemental, lui-même sous l'autorité hiérarchique du préfet. Le rapport parlementaire de Cazenave et Bernalicis visait à évaluer l'efficacité de cette réforme. Il a aussi permis de mettre en lumière l'intérêt du travail transpartisan. C'est un point de désaccord et on voulait terminer là-dessus pour que mon co-rapporteur puisse dire... Je commence avec un désaccord. Mais exactement, c'est ce qui est marqué sur ma fiche. Je ne suis pas favorable, c'est les mots que tu dois tenir à cet instant du partage de nos interventions. Parfois au détriment d'ennemis communs. Il y avait des mesures qui devaient être annoncées par le précédent ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas pu, dans le calendrier attendu, être prises. Une petite balle perdue contre Taillot, on prend toujours, surtout qu'il n'aurait pas été franc du collier. Et je le dis d'ailleurs, c'est un point à destination du ministère de l'Intérieur. La réalisation du rapport a parfois été rendue complexe et difficile parce qu'on n'a pas eu accès à toutes les informations dont on souhaitait. Je pense notamment à un rapport sur comment résorber les stocks de procédures judiciaires qui a été fait par les corps d'inspection et qui, malgré nos plusieurs relances, n'ont jamais été communiqués à la mission. Un ministre de l'Intérieur qui ne publie pas des rapports internes, ce qui doit être bon. Ah, sacré Hubert. Cette réforme était censée améliorer la répartition des effectifs et la productivité. Et comment dire... Au fond, il est quand même difficile de dire si cette réforme, elle apporte une vraie efficacité supplémentaire dans l'action. Difficile finalement d'objectiver si avec cette réforme on va pouvoir réduire le stock de procédures, si avec cette réforme on va pouvoir réduire les délais. D'ailleurs c'est un point qui nous a frappé, c'est que l'objectif ultime, l'impact ultime, le résultat ultime de la réforme, il a été relativement absent dans la mise en œuvre de la réforme. Typiquement macroniste. Une réforme à grand bruit pour très peu de résultats. Plus de 150 dossiers en fil par agent, dont la moitié ont plus d'un an, un an et plus. Derrière ces questions techniques se cache une vraie interrogation. À quoi doit servir la police ? Ce travail transpartisan a révélé des désaccords politiques profonds. Et oui, la question c'est de quelle police voulons-nous ? Les enquêteurs de PJ, qui sont pourtant essentiels pour mener des enquêtes, c'est-à-dire établir les faits nécessaires à l'établissement de la vérité en partie, et qui permettra ensuite d'instruire un procès dans de bonnes conditions. Pour s'attaquer à la délinquance, y compris la délinquance plus complexe, la délinquance en col blanc, comme l'on dit parfois. La réforme n'a pas réglé les problèmes structurels, accueil des victimes, judiciarisation des dossiers ou efficacité des enquêtes. En revanche, elle a ouvert une porte assez dangereuse. Sur le papier, des effectifs à l'OFAS à cet endroit, et quand ils les sollicitaient, ils étaient sur d'autres missions de police judiciaire. J'ai pas dit des missions d'ordre public, sur d'autres missions de police judiciaire. Parce que le risque, c'était pas juste de faire en sorte que des agents de police judiciaire puissent être sur la sécurisation, sur de l'ordre public à l'état pur, mais qu'ils soient détournés de leur mission de police judiciaire précédente, c'est-à-dire plutôt haut du spectre ou milieu du spectre, vers du petit judiciaire ou de judiciaire annexe à l'ordre public. En créant un directeur départemental directement sous le contrôle du préfet, cette réforme a renforcé le pouvoir des préfets. Mais pour eux, les enquêtes longues et coûteuses sur la délinquance de haut niveau, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne fait pas de chiffres. Un mauvais directeur départemental, ou un moins bon de mon point de vue, a tout à fait la capacité concrète et hiérarchique
d'utiliser des moyens de police judiciaire pour les mettre sur une manif, pour faire du judiciaire dans la manif, pour les mettre sur les infractions sur la législation des étrangers en renfort de la police aux frontières, sur une opération de contrôle qui va être judiciarisée ensuite. Les opérations Place Nette ont accaparé beaucoup de moyens humains, laissant moins de ressources pour les enquêtes lourdes. Sur des opérations Place Nette, par exemple, où on peut se retrouver avec des policiers d'antenne PJ haut du spectre qui vont se retrouver à participer à une opération de démantèlement de deals de bas d'immeubles, là où ce n'était pas leur mission auparavant. Les préfets vont préférer le maintien de l'ordre et le petit judiciaire, répression des manifs, lutte anti-réfugiés, etc. Bref, ce qui fait du chiffre pour leur chef, Place Beauvau. Les magistrats, eux, veulent des enquêtes solides pour démanteler les réseaux, avec leurs circuits de blanchiment et d'approvisionnement. Pas un coup d'éclat sans lendemain. C'est là que les désaccords entre macronistes et insoumis sont apparus. Il y avait moyen de faire mieux, notamment en rattachant directement la police judiciaire à l'autorité judiciaire. C'est une revendication que nous portons et qui, je vois, progresse à fur et à mesure que cette réforme n'atteint pas ses objectifs, au fur et à mesure que la police judiciaire est de plus en plus en difficulté, ça commence à être une revendication qui est partagée plus largement. La France insoumise veut réaffecter la police à sa mission d'enquête, sous le contrôle hiérarchique de l'autorité judiciaire. Ce n'est pas une solution miracle, ça ne changera pas la violence systémique de la police, son racisme et le problème fondamental de la répression comme mode d'action. Mais cela éviterait que la police soit totalement placée sous contrôle administratif par la préfectorale qui dépend directement du pouvoir politique. Ce scénario est très dangereux, surtout en cas d'arrivée au pouvoir du RN. Imaginez la répression des gilets jaunes ou des manifs retraites sous stéroïdes par les néofascistes. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Personne n'est devenu pauvre en donnant. Anne Frank. Les entreprises françaises, les multinationales françaises, les LVMH, les L'Oréal, tous nos fleurons vous aident de faire n'importe quoi. Rentrez chez vous, repartez à la foire. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Oh non, pas pauvreté, sire.